des structures de développement local et d'appui à la vie locale qui ne sont pas forcément structurées sous forme de maisons des associations, mais qui, elles aussi, ont été confrontées au cours des derniers mois au chamboulement que chacun a vécu dans ses vies personnelles, professionnelles et sur ces territoires. Donc merci à toutes et à tous d'être là pour ce temps-là. Donc on a eu un premier temps d'échange de pratiques hier. Aujourd'hui, on est sur une table ronde générale avec des intervenants que je vais vous présenter dans 2 minutes. Et ensuite, pour les personnes inscrites, on aura dans l'après-midi quatre ateliers, 4 tables rondes précises sur comment, dans les territoires, des outils ont été trouvés dans la coopération, dans l'innovation, dans un lien au bénévole pour surmonter cette crise qui nous frappe tous. Donc ce matin, on est réunis pour 2 heures, de 10h à midi. J'ai le plaisir d'avoir avec moi, pour aborder cette question de l'impact de la crise sur le secteur associatif, Frédéric Fonder, qui est délégué général du mouvement associatif, tête de réseau qui fédère les grandes fédérations sectorielles nationales de la vie associative. Alice Hébert, qui est chef du service vie associative de la ville du Havre. Et Jean Gattel, qui est ancien ministre de l'économie sociale et solidaire de 84 à 86, qui a écrit un livre sorti tout dernièrement sur l'ESS comme alternative pour le développement de nos sociétés. Nous devons avoir aussi M. Pierre Daréville, député des Bouches-du-Rhône de la 13e circonscription. Bien là. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc, vous êtes député des Bouches-du-Rhône et conseiller municipal à Martigues. On vous remercie d'être présent avec nous aujourd'hui. Je le redis pour que les gens puissent comprendre aussi. Vous deviez nous accueillir chez vous à Martigues pour ces rencontres. Malheureusement, ça n'a pas été possible, mais vous avez accepté de venir avec nous pour cette table ronde. C'est pas pareil, conscient. Merci beaucoup. Alors du coup, pour que les gens comprennent comment on va avancer ensemble, on va avoir 2 grands temps d'1 heure. Une première heure où on va pouvoir partager ensemble avec des constats dressés par Alice et Frédéric l'état du secteur associatif sur ces derniers mois, notamment au moyen de 2 études, une enquête nationale et une déclinaison territoriale de ces études passées auprès des associations sur les territoires. On vous demandera, M. Daréville et M. Gattel, de partager après ces présentations vos impressions, vos réactions et peut-être aussi vos expériences personnelles de terrain sur ces 2 points-là. On prendra après ces réactions des questions qui auront été posées dans le chat et on vous demandera à vous 4 de pouvoir vous exprimer et répondre aux interrogations que pourraient avoir nos auditeurs. Puis ensuite, on passera sur un second temps, pareil, d'1 heure, où sur la même modalité, Alice et Frédéric pourront nous livrer des éléments d'actualité, des éléments de première piste issus du niveau national et des territoires. Et on vous demandera encore, M. Daréville et M. Gattel, de bien vouloir nous livrer vos sentiments et vos réactions sur ce point-là. Et on pourra prendre encore à ce moment-là, sur une petite vingtaine de minutes, des questions de nos auditeurs. Voilà un petit peu comme ça, vous voyez comment vont se dérouler ces 2 heures. Je vais juste, en 2-3 minutes, replacer un petit peu le contexte de cette table ronde. Voilà, l'idée de ce matin, c'était de pouvoir prendre le temps d'aller un peu en profondeur sur ce qui s'est passé pour les associations sur les territoires. On a tous pu voir sur les quelques mois chamboulés qu'on vient de passer, les associations étaient très présentes sur le terrain, souvent leur action était valorisée, et en même temps on a pu avoir en parallèle des remontées de ces territoires pour des situations assez critiques et assez dramatiques pour les associations, où on pourrait dire que les associations, leur force, leur engagement au service de l'intérêt général, leur force bénévole, leur adaptivité, leur ingéniosité a été une force, mais ça a été un peu aussi en partie leur faiblesse sur ces derniers mois, puisqu'elles ont été du coup sursollicitées pour pouvoir aller au contact de la population et des personnes les plus vulnérables. Et donc elles ont eu un chamboulement assez important avec des modes d'action, des ressources qui ont été
pour certaines coupées, chamboulées, et avec en même temps un surcroît souvent d'activités à gérer et une façon d'aller au contact de leurs adhérents et de leur public de façon un petit peu nouvelle. On a eu donc voilà, ces éléments qui sont arrivés un petit peu sous forme de ressenti, et comme bien souvent, et c'est là qu'on en revient à aussi une des particularités de la vie associative, c'est que on a ces ressentis de façon assez volatile, mais on a peu d'éléments concrets et précis, objectivés, pour analyser ces situations. Il me semblait important de pouvoir objectiver ces éléments. Et Frédéric nous le présentera tout de suite après. Une grande enquête au niveau national a permis d'avoir un petit peu ces éléments objectivés, de pouvoir dire, voilà, dans les territoires, les constats sont ceux-ci. On a eu tant de pourcents d'associations qui ont eu une activité à l'arrêt, tant de pourcents d'associations qui ont eu des salariés en chômage partiel, des pans entiers qui se sont arrêtés pour l'activité bénévole. Et l'idée, c'était de pouvoir, voilà, sur la base de ces éléments-là, voir où on en est, voir un petit peu comment ces éléments ont été aussi adaptés dans certains territoires, et sur la période actuelle de construction budgétaire pour les politiques publiques nationales à venir, comment ces éléments ont été pris en compte ou pas, et comment on a encore peut-être des moyens ou des moments pour rappeler l'importance des associations sur le territoire, que ce soit sur cette période chamboulée, mais que ce soit surtout sur des temps normaux qu'on espère revenir assez rapidement. Je vais pas être plus long parce que j'ai déjà été beaucoup trop long. Je vais te passer la parole, Frédéric, pour que tu puisses nous présenter sur les 10 prochaines minutes les enquêtes nationales qui ont eu lieu entre avril et juin, pour nous présenter un petit peu les constats qui ont été établis par le mouvement associatif, le RNMA et Recherche et Solidarité. Je coupe mon micro pendant ce temps-là. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Merci Frédéric. Merci beaucoup Alexandre. Bonjour à toutes et tous. Merci au RNMA de cette table ronde et de cette invitation. Alors, Marie, j'ai un PowerPoint. Je ne sais pas si tu peux le passer en même temps. Ou... Oui, j'étais en train de le charger. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. On va voir ça. Donc, effectivement, je vais essayer de vous présenter, sans trop entrer dans le détail, les résultats des enquêtes qu'on a menées au printemps dernier. Donc, des enquêtes très collectives, et je pense que c'était une belle chose dans la période. C'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé collectivement, le réseau national des maisons des associations, le mouvement associatif, avec Recherche et Solidarité qui nous a accompagnés, j'allais dire appuyés, mais beaucoup plus qu'appuyés, qui nous a accompagnés dans la réalisation de cette enquête, et en lien aussi avec le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. On a réalisé 2 enquêtes, une première dès le début du confinement, du premier confinement, donc en avril, et une seconde en juin, avec un taux très significatif de répondants, puisque vous le voyez, enfin vous ne le voyez plus, en tout cas moi je ne le vois plus sur mon écran, mais 20 000 répondants à l'enquête en avril, 13 000 en juin, donc des éléments vraiment significatifs qui nous permettent d'avoir une vision assez large, à la fois territorialement et sectoriellement. Donc là, évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail sectoriel et territorial, mais il y a eu des analyses faites à la fois par région, parfois même à des échelles infrarégionales et par secteur. Globalement… Tu vois la présentation ? Non, on en voit un bout. Enfin, moi, je vois un petit bout. Alors, je la voyais tout à l'heure, mais… Voilà. Écoute, je relance ça. Je vous prie de m'excuser. Ça sera plus simple pour toi quand même qu'on y arrive. C'est pas tant pour moi, à vrai dire, puisque Est-ce que là, c'est bon ? Je l'ai par ailleurs. Est-ce que là, pour moi, ça marche. Ah, super. Merci, Marie. Et là, ça marche plus. Voilà. Ah bon ? Il y a un moment, je ne sais pas, ça bascule en focus sur le titre. Mais… Pour nous, ça marche. Hein. Ah bah super. Ah bah alors, tout va bien. Si ça marche, on y va. Pour passer d'une slide à l'autre. Voilà. Donc, le premier impact extrêmement fort et qui a été constaté immédiatement, c'est l'impact sur l'activité, bien sûr.
Donc, comme le disait Alexandre, on a beaucoup parlé du fait que les associations étaient très présentes. Et c'est vrai, ceci étant, dès le début du premier confinement, environ 68%, en moyenne 68% des associations se sont retrouvées quasiment à l'arrêt avec un maintien de leur activité limité à moins de 20% de leur activité habituelle. Donc, c'est évidemment massif et ça a touché massivement les plus petites associations, le sport de façon très très importante, mais aussi évidemment la culture, le secteur de l'animation et du tourisme. Donc un impact massif brutalement et qui s'est évidemment poursuivi même sur la deuxième enquête avec le déconfinement qui est arrivé à un moment où l'été se présentait et donc beaucoup d'associations n'ont pas repris leurs activités et prévoyaient plutôt une reprise à la rentrée et on sait que la rentrée a rendu ça bien sûr compliqué. Les impacts financiers immédiats qu'on ressort des deux enquêtes, c'est pour 66% des associations employeuses et près de 50% de l'ensemble des associations, une perte de revenus d'activité significative ou une perte de revenus d'activité totale. Et puis, s'ajoute à ça une baisse des ressources provenant des cotisations, ce qui est un élément, alors sur lequel on n'a pas encore d'enquête, mais un élément qui s'est fortement aggravé à la rentrée. On sait que la question des cotisations est un vrai sujet pour la fin de l'année 2020 et pour les perspectives 2021. Des dépenses qui ont pu être engagées à perte. Et aussi, et ça c'est plus sur des secteurs qui ont été moins impactés sur une baisse d'activité, comme le secteur social ou médico-social, une augmentation des coûts qui a été générée par les dépenses liées à la crise. Et là, le champ sanitaire et social a fait des enquêtes là-dessus. Il y a eu des surcoûts évidemment importants pour le maintien de l'activité. Donc ça, c'est sur les impacts financiers immédiats. Sur les adaptations en interne, près de 60% des associations ont dû revoir leur fonctionnement. Évidemment, en particulier sur la question des outils numériques pour réussir à travailler à distance, garder le lien à distance, développer des actions à distance. Et ça, c'est un élément qui s'est plutôt renforcé d'ailleurs sur la rentrée aussi, mais aussi un travail à faire sur les pratiques en termes d'organisation, de gouvernance, les relations avec les bénéficiaires et les adhérents, comment est-ce qu'on garde le lien dans un contexte où on ne peut pas se voir, ce qui est quand même évidemment un sujet pour les associations où la rencontre est au cœur de l'activité, maintenir le lien avec les bénévoles. Et aussi, dans une moindre mesure, sur nos premières enquêtes, mais je pense que si on refaisait l'enquête aujourd'hui, ça ressortirait sans doute davantage. Et ça, c'est des aspects positifs qu'il faut quand même souligner aussi. La question des coopérations, la crise conduit sans doute à de nouvelles coopérations ou à des coopérations renforcées, ce qui est évidemment un point intéressant. Alors, sur la question des solutions financières, là aussi, donc je vous parle de chiffres qui sont plutôt ceux du mois de juin. Assez peu d'associations, en fait, ont activé les solutions financières proposées par les pouvoirs publics. Sur les répondants, c'est à peu près un tiers des associations qui nous disaient avoir activé ou prévoir d'activer les solutions proposées, mises à leur disposition. Encore une fois, je parle bien de résultats qui datent de juin, donc il faudra actualiser ces éléments-là, mais j'en dirai peut-être quelques mots à la fin. Les premiers moyens activés ont été les délais de paiement d'échéances sociales et fiscales, évidemment, le fonds de solidarité, mais aussi beaucoup les aides des collectivités territoriales, que ce soit le département, région ou commune, qui sont souvent les premiers interlocuteurs vers lesquels se tournent nombre d'associations. Sans grande surprise, tous les aspects bancaires ont été beaucoup moins utilisés, et ça aussi j'y reviendrai sans doute dans la deuxième partie de mon intervention. Le prêt garanti par l'État a rencontré assez peu de succès auprès des associations. Et les solutions avec les banques sont restées assez marginales. La difficulté pour les associations, c'est aussi, mais comme beaucoup de petites entreprises, c'est que les moyens de trésorerie sont assez limités. En réponse à cette question, 30%, un tiers des associations indiquent qu'elles ont moins de 3 mois de trésorerie devant elles. Donc évidemment, ça nécessite des réponses assez rapides quand on sait qu'il y a peu de perspectives d'entrée de ressources. Ce qui du coup poussait nombre d'associations à être assez inquiètes sur les perspectives.
un peu plus de 2% d'entre elles, des associations employeuses, indiquaient craindre un dépôt de bilan d'ici la fin de l'année. Encore une fois, je vous parle de résultats au mois de juin, donc on peut craindre que la difficile reprise d'activité, voire la non-reprise d'activité à l'automne, conduise à une inquiétude encore plus grande. 2,5% des associations employeuses, ça représente environ 4000 associations, ce qui est évidemment loin d'être négligeable. Au regard de l'ensemble du secteur associatif, c'est-à-dire employeurs et non-employeurs, c'était près de 30 000 associations qui indiquaient être inquiètes pour leur survie. Donc les perspectives pour demain, les attentes en juin des associations, c'était avant tout le besoin de maintenir le plus longtemps possible le dispositif de chômage partiel. Donc ça a été entendu par les pouvoirs publics de façon générale. Et aujourd'hui, enfin en tout cas à la rentrée, beaucoup d'associations employeuses avaient encore recours au dispositif de chômage partiel. Des inquiétudes fortes donc, sur le fait de ne pas pouvoir maintenir l'effectif salarié en l'état, une inquiétude particulièrement présente dans l'éducation populaire, l'enseignement, l'environnement et le tourisme social, évidemment. Les perspectives de report de recrutement. En juin, beaucoup d'associations qui envisageaient un recrutement ne pensaient pas pouvoir le maintenir. Et surtout, il faut quand même le souligner, une grande incertitude, c'est-à-dire que 30% des associations en juin n'étaient pas capables de se prononcer sur leurs perspectives. Il y avait très peu de visibilité. Les besoins très fortement identifiés, là encore, je vous parle du mois de juin, donc les choses ont forcément un peu évolué. Ce qui venait en priorité à ce moment-là était la question des moyens de protection. Comment est-ce que les associations pouvaient équiper les salariés, les bénévoles pour pouvoir reprendre l'activité, puisque c'était bien ça l'enjeu, c'est de pouvoir reprendre une activité. Un point fort aussi sur la confirmation des subventions annoncées. Une attente très très forte, évidemment, sur la question des subventions, avec des incertitudes sur 2020 et des inquiétudes sur 2021 surtout, et une demande forte également sur une aide financière exceptionnelle pour réussir à passer le cap. Une aide financière exceptionnelle qui est toujours en attente d'une certaine façon, mais j'y reviendrai peut-être en parlant des mesures dans le cadre du projet de loi de finances ou des dispositifs d'aide mis en place. Voilà pour ce tour d'horizon rapide. On prévoit une nouvelle enquête à la rentrée, en janvier, en tout cas au début de l'année 2021, pour faire un point. Ce qui est certain, c'est que évidemment, la situation de la rentrée, les incertitudes, le nouveau confinement, et avec beaucoup de cas spécifiques et de cas particuliers, on continuait à rendre la reprise d'activité, la mise en œuvre des activités très compliquée pour nombre d'associations, et que la plupart des constats faits sur ces enquêtes d'avril et juin sont malheureusement à prolonger très probablement sur la fin de l'année 2020 avec un renforcement d'un certain nombre de difficultés. Voilà, rapidement présenté. Et je suis à votre disposition pour des questions dans le chat, en tout cas. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette présentation complète de ce premier tour de piste. Je pense que ça donne à chacun une vision un peu plus objectivée de l'impact de cette crise au niveau national. Pour faire la transition avec la présentation d'Alice du Havre, on a parlé dans cette première présentation d'adaptation locale. Pour vous donner une idée, des focus régionaux ont été faits et sont en cours, notamment en Île-de-France, avec une attention particulière aux quartiers politiques de la ville, pour un petit peu l'impact de façon plus précise sur ces territoires. La région Grand Est a également fait une étude un peu plus approfondie sur le sujet. Ça a été le cas aussi à Hérouville-Saint-Clair, où ils se sont basés sur leur observatoire local de la vie associative, en ajoutant des questions supplémentaires ciblées sur la crise sanitaire pour essayer d'analyser un peu plus finement les impacts. Parce qu'on voit bien qu'au niveau local, si on resserre un petit peu le focus, Frédéric, tu nous parlais d'incertitudes. Effectivement, on voit que sur les territoires, il y a de vraies incertitudes. On peut même dire qu'elles ont été aggravées plus les mois passaient.
notamment parce que sur les exécutifs locaux ont été retardés dans leur installation, ce qui a un petit peu retardé et aggravé l'incertitude des acteurs locaux, puisque les interlocuteurs n'étaient pas encore en place, il fallait que les gens s'installent dans leurs équipes. Et le deuxième confinement qui est arrivé tout de suite dessus a effectivement augmenté ces incertitudes. Et du coup, c'est intéressant d'aller voir un petit peu plus finement. Et là, je vais te passer la parole, Alice, pour que tu puisses nous expliquer comment ça s'est fait au Havre. Vous avez pris le parti d'aller faire aussi des entretiens en direct avec les responsables associatifs. Et ça a pu donner peut-être des éléments encore plus précis et plus parlants. Du coup, juste avant de te passer la parole, je rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat, dans la partie questions avec les petits pictogrammes, et que si une question qui vous apparaît vous semble particulièrement intéressante et mérite d'être posée à nos intervenants en fin de présentation, vous pouvez liker la question et ça la fera remonter dans la liste avec une façon de prioriser les questions pour qu'on puisse traiter celles qui vous semblent les plus importantes. Alice, je t'en prie. Merci à toi. Bonjour à tous. Oui, donc pour revenir assez rapidement sur le pourquoi de l'étude d'impact au Havre, c'est-à-dire que nous, au Havre, on aime bien l'observation, les observations générales du tissu associatif, comme vous le savez certainement. Donc, on avait mis en place un observatoire en 2015, un observatoire sur les associations sportives en 2018. On en prévoit un pour l'année prochaine. Et donc, c'est un peu naturellement que assez rapidement, on s'est dit que ce serait intéressant en fait de pouvoir essayer d'analyser l'impact du Covid au Havre. Évidemment, le RNMA avait fait le relais de l'enquête nationale, donc on s'est dit mais est-ce qu'on ne pourrait pas s'inscrire dans cette démarche et donc pouvoir la décliner au niveau local, comme Alexandre, tu viens de le dire. Donc en fait, d'un point de vue calendrier, très rapidement, nous on s'est rapproché donc du RNMA sur ces questions-là début mai, et puis on a assez rapidement conclu qu'on allait faire une sorte de copier-coller en fait de l'enquête nationale, parce que les questions nous semblaient totalement pertinentes et adaptées. Donc on a lancé le questionnaire mi-mai, on a laissé pas mal de temps aux associations pour répondre parce que le contexte était compliqué. Donc en gros jusque début juillet. Donc on a reçu à peu près 120 réponses, dont 113 exploitables, ce qui était au regard de Sylvain Rigaud qui nous a accompagnés évidemment du RNMA suffisant pour avoir quand même une tendance. On estime qu'au Havre, à la louche, on a entre 2002 2005 assos, donc on a voulu compléter ça aussi par toute une phase effectivement d'entretien semi-directif dont on a travaillé la grille avec Sylvain également. Ces entretiens se sont déroulés sur l'été, donc ça a été compliqué parce que l'été, les bénévoles et les dirigeants étaient assez peu présents sur le territoire. Donc ça nous a permis quand même d'en faire à peu près 16 qu'on a essayé de répartir, qu'ils soient à peu près représentatifs du tissu associatif local, évidemment par rapport au secteur, aux tailles, à l'employabilité ou pas, etc. Et puis, on a tout début octobre fait une réunion avec le délégué du préfet, avec des représentants de la communauté urbaine, un ensemble un panel en fait d'acteurs institutionnels qui étaient en lien avec les associations, parce qu'on a un fonctionnement au Havre qui est encore très en silo, donc avec des experts à la direction des sports, des experts des associations sportives, à la culture, etc. Donc, on a fait une grand-messe de partage de ces résultats, des résultats qui ont parfois étonné, parfois pas. En tout cas, le constat qui avait été partagé ce jour-là, c'est que c'est surtout 2021-2022 qui allait apporter les difficultés, où on allait se rendre compte de l'impact réel en fait de cette crise. Je vais pas vous redonner les résultats, évidemment l'ensemble des résultats du Havre. Je soulignerai juste sur les grands items que Frédéric nous a présenté, peut-être les différences ou en tout cas les nuances
au niveau local. Nous, en fait, ça a confirmé des tendances qu'on avait déjà pu avoir dans le cadre de l'Observatoire, c'est-à-dire qu'on a un tissu associatif au Havre qui est peut-être un peu plus qu'ailleurs, très avec des petites et moyennes associations, puisque quand on regarde effectivement l'impact budgétaire sur les recettes, on se rend compte qu'en fait, sur les recettes de moins de 2 000 euros, voilà, nous, on a 61%, alors qu'au niveau national, c'est 40%. Sur les avances de trésorerie, on se rend compte aussi qu'on est un petit peu en recul, c'est-à-dire qu'on a des associations qui sont un peu plus, soit en difficulté de trésorerie, soit en tout cas qui n'ont pas trop de visibilité, plus en tout cas qu'au niveau national. Sur les sollicitations des aides, on est à peu près dans les mêmes créneaux. J'essaie de reprendre les mêmes thèmes que Frédéric pour suivre un petit peu. Donc voilà. Nous, en fait, ce qui ressort au niveau de l'étude, c'est que ce qu'on soupçonnait déjà, c'est qu'on avait un tissu associatif assez vieillissant, peut-être un peu plus qu'à l'échelle nationale, et donc confronté à l'obligation de devoir s'adapter par rapport notamment aux outils numériques. Et ben là, on a vraiment des grosses difficultés, et ça ressort dans plusieurs items, que ce soit le maintien du lien avec les bénévoles via les outils numériques, on est en deçà. La mise en place d'outils numériques pour travailler et garder le lien, alors qu'on est sur 34% au niveau national, nous on n'était qu'à 22%, donc on est quand même sur un écart bon, qui est significatif, en tout cas pour nous. Idem par rapport au lien avec les bénévoles dans l'activité. On a des associations qui sont encore plus préoccupées par l'avenir qu'au niveau national, puisque si on regarde, en tout cas pour les associations employeurs, les perspectives concernant l'emploi, en fait, ils sont pas en mesure de répondre. C'est-à-dire qu'il y a une espèce à 43%, contrairement à 29% au niveau national. Donc, il y a vraiment une incertitude que je trouve, moi, particulièrement marquée. Alors, c'est peut-être le cas dans plein d'autres collectivités, mais en tout cas, c'est ce qui ressort. Ce lien, ce que je faisais, enfin, l'allusion au numérique que je viens d'évoquer, en fait, se lie aussi au niveau de la question sur le bénévolat, sur quelles ont été les difficultés qui ont impacté le plus fortement le bénévolat. Et c'est vrai que au niveau national, l'autorisation dérogatoire qui n'était pas adaptée arrive à 35%. Nous, c'est 61%. C'est-à-dire que moi, je fais le pendant entre la difficulté de nouer des liens au niveau numérique et l'impossibilité de se voir. Enfin, en fait, voilà, il y a l'impossibilité de pouvoir sortir, de se voir physiquement, est d'autant plus marquée chez nous que les outils numériques étaient pas forcément mis en place au niveau des associations havraises. Donc, ça, après, c'est un petit constat qu'on a partagé ensemble. Et ce que je trouve assez révélateur, c'est je crois, le dernier slide de Frédéric sur effectivement les besoins prioritaires des associations, parce que c'est vrai que de la même façon, on a certains décalages. Alors nous, c'est vrai qu'au niveau national, Frédéric, tu parlais de la confirmation des subventions annoncées, qui était, je crois, de l'ordre de 31%. Alors nous, c'est beaucoup moins, parce que je pense assez rapidement, en fait, les directions et le maire ont très vite annoncé que toutes les subventions seraient versées. Donc peut-être plus rapidement qu'ailleurs. Donc ce qui expliquerait cette différence. Évidemment, comme au niveau national, les moyens de protection arrivent en tête. Mais après, nous, tout de suite, c'est l'aide financière exceptionnelle qui arrive à 33% contre 23% au niveau national. Et puis, alors, ce qui a une vraie différence qui, pour nous, mais ça, on en parlera, Alexandre, je pense, dans la deuxième partie, c'est l'aide à la communication pour leur démarrage. C'est-à-dire que nous, on a 31% contre 13% au niveau national, ce qui rejoint encore, je pense, cette fameuse fracture numérique de nos associations havraises, pas que, évidemment, pas que, mais qui, pour moi, illustre aussi ce gros souci au niveau de notre tissu local. Donc voilà. Donc je vais pas vous abreuver encore très longtemps de chiffres. Je pense qu'en fait, je vais en terminer là, et puis voilà.
Merci, merci Alice pour cette présentation. Je pense que tout le monde a pu voir l'intérêt d'avoir à la fois des panoramas nationaux et puis des focus sur son territoire, parce que c'est quand on peut commencer à aller se questionner sur la composition de son tissu associatif qu'on peut effectivement aller mesurer, expliquer les écarts aux résultats nationaux, et c'est là que les démarches d'observation locale prennent tout leur sens, encore plus sur des moments où l'aide à la décision est primordiale. Merci pour ces deux présentations. On commence à avoir quelques questions dans le chat. On les prendra après les interventions de Monsieur Gattel et de Monsieur Daréville. Du coup, je vais me tourner, si je peux parler comme ça, en tout cas, tourner mon regard dans la petite fenêtre où moi je vois Monsieur Jean Gattel. Comme dit au début, il me semble intéressant de pouvoir avoir, vous, votre regard sur ces quelques chiffres de votre point de vue, dans l'ancien ministre de l'économie sociale et solidaire, et un petit peu ce regard, la vie associative comme acteur de l'ESS, mais acteur particulier, singulier. Est-ce que ces chiffres appellent quelques réactions, quelques commentaires de votre côté? Je vous laisse la parole. Bien, merci beaucoup. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les exposés qui viennent d'être faits et qui sont effectivement assez alarmants. On va en parler plus longuement par la suite. Vous m'avez vraisemblablement invité ce matin pour que je replace le mouvement associatif au sein de l'économie sociale et solidaire et de façon historique et de façon présente, et puis surtout de façon prospective pour voir comment l'économie sociale et solidaire peut, par-delà cette crise conjoncturelle terrible que nous subissons tous depuis presque une année, être éventuellement un vecteur de changement de notre modèle de développement, parce que je pense que cette pandémie, c'est pas un hasard conjoncturel, c'est-à-dire que je crois qu'elle s'inscrit véritablement dans des menaces qui pèsent sur l'humanité tout entière et sur la planète, bien évidemment, et qui vont imposer des changements fondamentaux dans le modèle de développement que nous connaissons, dont on voit bien les limites, modèle de développement post-industriel qui a été basé sur l'exploitation des hommes et des ressources naturelles, et on voit bien qu'on arrive à une situation à l'heure actuelle de contradiction majeure entre un système de développement qui repose sur l'hyperconsommation, l'hyperproduction, et puis une planète qui, elle, ne peut pas donner plus que ce qu'elle ne peut donner. Et où on continue ce modèle-là et on va dans le mur avec vraisemblablement des catastrophes à répétition, tant sur le plan sanitaire que sur le plan écologique, que sur le plan climatique. Et ça peut avoir très vite, dans les 10 ou 20 ans qui viennent, des conséquences absolument épouvantables pour une partie de l'humanité, ou bien on décide de changer peut-être progressivement notre modèle de développement pour bâtir un modèle de développement beaucoup plus solidaire, beaucoup plus respectueux de l'environnement et qui fonctionne sur d'autres principes que les principes du libéralisme débridé qui est celui de la majorité des sociétés occidentales. Alors, je voudrais quand même être à la hauteur du rôle que vous m'avez confié, c'est-à-dire bien redire, est-il besoin de le faire, mais oui, sans doute, que l'ESS a
toujours historiquement comporté dans ses rangs le mouvement associatif. Hein. Et cela a été très bien marqué, en particulier dans les années 1970-1980, où les trois familles de l'économie sociale, la famille mutualiste, hein, la famille coopérative et la famille associative, ont décidé de nouer entre elles des passerelles, puisque jusqu'à présent, leur développement avait été historiquement un développement totalement parallèle, c'est-à-dire qu'on parlait du mutualisme, on parlait du coopérativisme, on parlait de du mouvement associatif, hein, et ces trois familles finalement ont vécu au cours de la fin du 19e, enfin pour le mouvement associatif dès la loi de 1901, pendant tout le XXe siècle, historiquement en parallèle. Et il a fallu attendre les années 1970, c'est-à-dire c'est finalement assez récent, hein, cela remonte à une cinquantaine d'années, pour voir que ces trois familles de l'économie sociale, hein, qui partageaient pourtant des valeurs tout à fait communes, en prennent conscience et décident de se rapprocher dans ce qui a été d'abord un comité de liaison, hein, le CLINCA, puis ensuite en signant une charte, hein, qui était la charte de l'économie sociale, qui était basée sur des principes extrêmement simples, hein, encore fallait-il les écrire et les dire, hein, que c'était des sociétés de personnes et non pas des sociétés de capitaux, que le principe fondamental du fonctionnement de ces trois types d'entreprises, hein, c'était la non-lucrativité, la liberté d'adhésion et qu'elle s'inscrivait dans le champ d'une solidarité renforcée, d'une citoyenneté, de la démocratie partagée et de l'innovation. Et il faudra attendre 1981 pour que véritablement cette charte de l'économie sociale qui englobait donc le mouvement associatif rentre dans le secteur institutionnel, d'abord par l'intermédiaire de la délégation interministérielle à l'économie sociale, hein, dont le principal acteur a été Pierre Mauroy. C'était pas un hasard d'ailleurs que ce fut lui qui soit à l'origine de la création de cette délégation, hein. Je le dis très très bien dans mon bouquin, hein, que tu as eu la gentillesse de citer, qui s'appelle L'économie sociale et solidaire pour un nouveau modèle de développement. Et Pierre Mauroy venait de l'éducation populaire, hein, puisqu'il était président de la Fédération Léo Lagrange et donc extrêmement sensible aux problématiques du mouvement associatif. Ensuite, bien sûr, cette délégation s'est transformée en secrétariat d'État en 1984, de par la volonté du président Mitterrand, en sachant que le secrétariat d'État que j'ai occupé, hein, qui était le premier de l'histoire de la République, hein, était un secrétariat d'État à l'économie sociale et au développement local. Alors, ça peut paraître tout à fait évident aujourd'hui, hein, en 2020, que ces deux concepts sont extrêmement liés, mais ça ne l'était pas du tout dans les années 80, c'est-à-dire que on considérait qu'il y avait d'un côté l'économie sociale et en particulier sa composante associative qui était présente sur des terrains aussi divers et aussi importants pour la cohésion sociale et pour le maintien des valeurs de la République, hein. Nous trouvons toujours des associations dans toute une série de secteurs qui sont des secteurs fondamentaux pour l'équilibre de notre société. L'éducation populaire, le tourisme social, ça a été rappelé, le secteur sanitaire et social surtout, hein, qui fournit 80% des emplois salariés du mouvement associatif, mais également le sport, la culture, la formation, l'éducation, et puis ensuite, à partir des années 2000, avec l'accentuation de la crise, des actions contre tous les types d'exclusion, contre les pauvretés, avec l'émergence des associations caritatives et des associations d'insertion.
Donc, en 1984, lorsque est créé le secrétariat d'État, il n'était pas évident de faire coexister ces deux concepts. On avait un concept de l'économie sociale qui était très général, un concept de développement local qui avait été, de développement des territoires qui avait été en particulier porté par des responsables politiques éclairés, qui voyaient bien que dans leur fonction d'élus, ils avaient également un rôle très très important d'animation de leur territoire, le fait de créer des activités, de répondre aux demandes spécifiques dans leur territoire sur le plan social et sur le plan culturel, puisque tous les territoires ne se ressemblent pas et n'ont pas les mêmes atouts, n'ont pas les mêmes attentes, et donc il a fallu se rapprocher ces deux concepts, et j'ai essayé de le faire en lançant ce qui est d'ailleurs l'ancêtre des PTCE, 50 opérations de développement local partenarial dans lequel le mouvement associatif d'ailleurs jouait un rôle absolument déterminant et qui ont permis sur un certain nombre de territoires d'enclencher des véritables dynamiques de projets de territoire. Alors, ma conception à moi du pouvoir politique par rapport à la société civile, qui est incarnée par les trois familles de l'économie sociale, c'était de les aider à se développer, de créer un environnement favorable. L'économie sociale s'est toujours constituée historiquement en réaction à deux dangers. Bien sûr, le refus du marché roi, le refus du règne de l'argent, bon, ça paraît évident, mais également le refus d'un interventionnisme de l'État trop poussé, parce que précisément le mouvement associatif revendique son indépendance et son autonomie. Donc il faut trouver entre les pouvoirs publics et le mouvement associatif un équilibre qui permette de créer un environnement favorable, de répondre aux demandes et aux situations de blocage du mouvement associatif sans jamais s'immiscer dans leur mode de fonctionnement et sans jamais considérer, ce qui a malheureusement été parfois le cas, les associations comme des courroies de transmission de différentes idéologies politiques. Donc, mon principe à moi a été, et je me demande s'il ne faudrait pas le réhabiliter, des conventions systématiques avec les têtes de réseau qui ensuite, libre à ces têtes de réseau d'utiliser les moyens financiers donnés par une convention d'objectifs de la façon où ils l'entendent. Alors moi, j'avais commencé à passer des conventions avec un certain nombre de têtes de réseau, une convention avec l'UNAT pour permettre au tourisme associatif de recommencer à se développer alors que dans les années 80, il avait subi une crise profonde qui en particulier avait été marquée par la mise en liquidation de Tourisme et Travail, mais également une convention avec l'UNIOPS pour aider au développement du secteur sanitaire et social, en particulier dans les nouvelles demandes qui lui étaient renvoyées, en particulier le maintien à domicile des personnes âgées et également l'appui aux nouvelles formes de solidarité pour répondre aux dégâts de la crise causée par le système capitaliste, et puis également des conventions avec des structures de développement local comme les boutiques de gestion, et une grosse convention avec la Fonda parce que nous étions à un moment où tout n'était pas clair sur le rôle économique des associations. Or, du moment où elles sont dans le secteur de l'économie sociale, à côté de leur fonction sociale, citoyenne, qui est bien mis en évidence, il faut démontrer qu'elles ont également une fonction économique, et comment aider les associations à rentrer sur le terrain économique. Ça faisait partie des problématiques que la Fonda a dû aborder dans les années 80-90 sous l'autorité de François Bloch-Lenné, puis ensuite de Frédéric Pascal, et c'était une réflexion extrêmement
intéressante. J'avais également lancé, pour répondre aux besoins en fonds propres des associations, une idée qui a été assez contestée, qui était celle de créer un titre associatif pour les grosses associations qui pouvaient émettre des obligations auprès directement du marché financier. Comme les coopératives avaient créé des titres participatifs, il me semblait normal que les associations puissent créer des titres associatifs pour se renforcer en fonds propres, puisque c'est l'un des problèmes les plus graves en termes de financement pour le mouvement associatif. Bref, voilà un petit peu ce qui avait été mon bilan. Et puis ensuite, on est rentré dans une période un petit peu de glaciation pour le mouvement associatif qui n'a cessé de prendre des coups parce que la crise du Covid vient se surajouter à une crise que j'appelle, et je le développe très bien, je pense, dans mon bouquin, une crise structurelle du mouvement associatif depuis les années 90-2000, qui en a pris, permettez-moi l'expression, plein la gueule. Alors, plein la gueule, je vais citer quelques exemples, des coups qui ont été assénés au mouvement associatif par des décisions politiques. C'est tout d'abord les coups sur la fiscalité, puisque à partir du fait qu'on intégrait les principes de la communauté européenne, les actes produits et délivrés sur le marché n'étaient pas liés à la nature de l'opérateur, mais simplement au service rendu, ce qui permettait finalement de faire disparaître l'originalité du service rendu par le mouvement associatif, qui n'est quand même pas la même chose que le service rendu par une entreprise privée. Bon, ça a été un premier choc important et il me semble tout à fait nécessaire d'ailleurs de revoir dans son intégralité la fiscalité du mouvement associatif parce que ça va plus quoi. Cette imbécile taxe sur les salaires est complètement dépassé et il y a véritablement une réflexion à engager sur la fiscalité du mouvement associatif. En plus, il a subi une crise structurelle assez terrible du fait de la diminution drastique des subventions publiques qui sont liées aux politiques d'austérité déclenchées dès les années 2000 par Bruxelles, en même temps qu'il fallait faire des économies sur, je dirais presque le secteur public, et on en a vu les conséquences de ces politiques d'austérité sur l'état dans lequel se trouve à l'heure actuelle le secteur sanitaire en France, et puis on pourrait même aller plus loin que le secteur sanitaire. Je pense que le secteur éducatif a également largement payé le prix fort aux politiques d'austérité qui ont été la marque du néolibéralisme bruxellois depuis les années 2000. Donc, baisse des aides publiques de l'État d'une façon brutale, à un moment relayé par la prise de relais par les collectivités territoriales, mais qui ont été à un moment obligés également de revoir leurs modalités d'intervention avec les associations, d'abord à cause des baisses de ressources qu'elles-mêmes ont subies. J'ai été directeur de cabinet dans 2 conseils généraux après avoir quitté mes fonctions véritablement politiques et d'élu, même si je continuais à être élu à Orange dans un contexte dont vous imaginez qu'il n'était pas facile pour le mouvement associatif. Les départements ont commencé à être submergés par les demandes sociales liées au transfert du RMI puis du RSA aux départements. Ils ont donc été obligés de revoir complètement leur politique d'aide au mouvement associatif. Les régions ont également été touchées par des restrictions de crédits venus de l'État. Pardon ? Excusez-moi, je suis désolé, on a du mal à pouvoir interagir comme on est en visio, mais je voulais vous demander si vous pouviez essayer de prononcer la fin de vos propos. C'est très riche et c'est un crève-cœur de vous demander ça, mais il faudrait
condenser la fin de vos propos parce qu'on a encore Monsieur Dharréville qui doit… Oui, j'ai fini. Donc, baisse des aides publiques, hein, mise en cause du principe même de la subvention, hein, l'appel constamment à projet d'un certain nombre de collectivités territoriales qui ont déstabilisé le mouvement associatif, et puis le pompon, hein, qui a été, dès le début du quinquennat de Macron, la fin des contrats aidés. Donc, il y avait déjà un fond de crise structurelle du mouvement associatif auquel s'est ajoutée malheureusement la crise conjoncturelle du Covid dont vous avez bien parlé et sur lequel je reviendrai effectivement tout à l'heure. Mais je voulais absolument faire ce rappel, hein, pour situer dans l'économie sociale et pour bien montrer que la crise du mouvement associatif était une crise qui remontait à plus loin que la simple crise conjoncturelle liée à l'épidémie. Merci beaucoup. C'était une restitution qui est forte à propos et qui a apporté beaucoup d'éclairage, je pense. Merci beaucoup, Jean. Je vais passer la parole, Monsieur Dharréville. Si vous pouvez nous livrer un peu vos réactions sur cette mise en profondeur, peut-être que vous avez pu constater dans votre circonscription aussi de la situation des associations locales. Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci, j'allais dire merci de l'invitation. Normalement, on aurait dû vous accueillir, donc c'est évidemment une grande déception, hein, pour moi-même, pour Gaby Charroux, le maire de Martigues, et pour Camille Di Folco, qui est adjointe en charge de la vie associative ici chez nous, de ne pas pouvoir physiquement accueillir ces rencontres. Mais enfin, voilà, nous sommes là, vous êtes là, et donc c'est quand même l'occasion de pouvoir échanger, et c'est très, très utile et très précieux. Évidemment, moi je vais commencer par dire quelques banalités, mais peut-être que c'est pas si banal que ça et que ça mérite quand même d'être rappelé. C'est qu'à mes yeux, la vie associative est un pilier de la démocratie, de la participation citoyenne, de l'invention sociale, de la création culturelle. On pourrait encore en dire beaucoup, mais c'est évidemment pour nous un moyen essentiel de vivre ensemble et d'organiser notre vie commune, et la prise en compte aussi de défis, d'enjeux qui nous sont chers. Donc, cet attachement que nous partageons ici autour des écrans doit être rappelé. Je crois que ce n'est pas complètement anodin finalement de le faire. Jean Gattel, que je salue, a dit des choses que je partage pour la très très grande majorité dans le diagnostic, et donc je vais peut-être m'éviter de trop y revenir, mais je crois que la crise de la vie associative était effectivement déjà engagée, et il l'a dit à la fin de son propos, depuis un certain temps, avant que ne surgisse le virus. Donc il a décrit les choses, et je ne veux pas trop m'appesantir là-dessus, mais il est certain qu'il y a eu des offensives du marché qui ont posé des problèmes lourds, je crois, au mouvement associatif, et ont parfois fait péricliter, hein, tout un champ d'activité pour les associations, et ça n'a pas forcément été pour mieux prendre en compte et mieux prendre en charge les problèmes en question. Peut-être pour essayer de ne pas échapper à la question que vous me posez, c'est l'enquête que vous avez faite, dont vous avez rendu compte, est une enquête importante, et je pense qu'elle mérite d'être connue. Vous avez dit qu'une suite y sera donnée au début 2021. Je crois que c'est important qu'on puisse mettre sur la place publique l'état des choses, l'état des lieux, ce que à la fois on peut constater de manière la plus en phase avec la réalité, et ce qu'ont à dire les différents acteurs associatifs. Et ça, je crois que peut-être que dans le débat public, ça n'est pas suffisamment présent. Je ne vous en fais pas la critique à vous, qui vous efforcez évidemment de le faire, mais j'en prends ma part, et je crois qu'effectivement nous devons peut-être accorder un peu plus de lumière à ce qui se passe du côté du monde associatif. 2/3 des associations à l'arrêt pendant le premier confinement, avez-vous dit, si je ne travestis pas les chiffres. 4000 associations qui se jugent en danger dans leur existence même, 30 000 qui se trouvent inquiétés pour la suite. Ce sont des chiffres colossaux, vertigineux, et je pense que ça doit appeler quand même un souci de la part de la puissance publique qui doit être à la hauteur de cet enjeu.
Moi, j'ai eu l'occasion, pendant le confinement, d'échanger pas mal avec des associations de solidarité, ici sur mon territoire, mais aussi dans le cadre de la commission des affaires sociales dont je suis membre, où nous avons rendu un petit rapport avec une collègue sur la situation voilà, des associations de solidarité, de leur action dans les difficultés que nous connaissions à ce moment-là. Bon, on a eu donc un échange avec différentes associations que vous connaissez, avec le CNAGEP aussi, pour regarder un peu de ce côté-là, avec une grande inquiétude, parce que ces associations, à la fois, ont subi quand même un retrait d'un certain nombre de bénévoles. J'emploie les mots qui ont été employés dans les auditions que j'ai faites, par peur, par aussi les difficultés administratives qui étaient posées, etc. Donc ça a posé un certain nombre de soucis en cascade pour arriver à prendre en compte la situation de difficulté sociale d'un certain nombre de femmes et d'hommes. Également, je pense qu'on a pu mesurer à ce moment-là la place occupée par ces associations dans la réponse à des enjeux vitaux. J'ai constaté aussi la préoccupation qui était vive à l'égard de la jeunesse et de l'explosion des inégalités. Et le mouvement associatif prend sa part quand même dans la nécessité de relever ces défis. Moi, la question que je me pose au regard de tout ça, en fait, et en vous écoutant, c'est est-ce que nous avons assez compté sur vous pour faire face pendant le confinement, pendant le déconfinement et jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que les politiques déployées, de manière plus générale, ont suffisamment permis à la société de se mobiliser, d'être actrice dans sa diversité face aux enjeux qui nous étaient posés dans tous les domaines, pas simplement dans le domaine sanitaire, mais y compris dans le domaine sanitaire, et pour nous permettre d'essayer de passer le mieux possible cette épreuve. Voilà, je pose la question, évidemment, poser la question, c'est un peu y répondre. Je n'ai pas dit tout à l'heure, vous ne l'avez pas dit non plus, et j'aurais peut-être dû commencer par là, d'où je vous parle. Voilà, moi, je ne suis pas un député de la majorité, ça ne surprend pas les gens qui sont autour de la table. Donc, un député de la majorité vous dira peut-être autre chose que ça. Mais voilà, moi, je suis de là où je vous parle, voilà la question que je pose et que je me pose et que j'ai posée à différents endroits. Et je crois que, et ça m'amène à dire que dans la suite des événements, nous devons être particulièrement attentifs à ce que l'épreuve que nous traversons encore ne débouche pas sur un nouvel affaiblissement du monde associatif et du mouvement associatif. J'en profite pour dire qu'une des grandes inquiétudes que je nourris, c'est celle de l'affaiblissement du lien. Et évidemment, dans les associations se construisent, moi je le vois ici, dans ma ville, dans ma circonscription, se construisent de manière extrêmement précieuse des liens, avec beaucoup d'efforts qui sont faits pour maintenir ces liens, pour maintenir des rendez-vous, des moments de rendez-vous, où on se retrouve, où naissent des projets, où on se rend compte d'un certain nombre de besoins auxquels nous devons faire face, etc. Et donc, je crois que pour relever ce défi-là, franchement, on aura besoin du monde associatif de manière structurelle, quoi. Et donc, ça m'amène à dire qu'il faut aussi financer le mouvement associatif de manière structurelle et pas simplement, Jean le disait il y a quelques instants, dans des logiques d'appel d'offres et d'appel à projets. Donc, voilà, ça amène des questions de ce type-là. Je veux également, parce que je crois que je vais être trop long moi aussi, mais je vois que Alexandre ne me rappelle pas encore à l'ordre, que je crois qu'il faut... j'allais dire préserver, c'est même pas le mot. J'allais dire préserver jalousement la liberté associative, mais la développer. Et je pense que dans les débats qui viennent, je sors un peu du cadre. Il y a une loi qui arrive. À l'origine, c'était le projet de loi séparatisme, qui va toucher aussi à cette question des libertés associatives. Et donc, j'en dirai pas plus. C'est un débat peut-être que vous aurez en d'autres temps, en d'autres lieux. Mais je crois assez essentiel que nous puissions considérer que, même s'il faut affronter les défis qui sont notamment ceux de l'intégrisme, et je pense que la vie associative y concourt largement,
La liberté d'association, c'est pas de là que vient le danger, c'est de là que vient la solution, quoi. Voilà, la formule est peut-être un peu facile, mais elle dit des choses qui me semblent importantes. Donc il faut la préserver, il faut la protéger, évidemment, hein. Je ne veux pas oublier cette dimension, mais lui permettre aussi de se développer pleinement. Quelques mots peut-être sur les enjeux budgétaires qui ont été évoqués, mais je crois que vous y reviendrez dans la suite du propos. Mais bon, pour dire que, évidemment, ce que je viens de dire là suppose que dans le plan de relance, on donne une vraie place au mouvement associatif. Je ne suis pas sûr que dans la dernière période, les choix budgétaires qui ont été faits n'aient pas contribué aussi à des difficultés nouvelles. Je pense que le service national universel ne peut pas être le vecteur de la réponse aux enjeux, en tout cas pas son vecteur unique. Voilà, pour être un peu plus rond. Et donc, il y a besoin sans doute, mais je suis à l'écoute de ce point de vue-là, de ce que vous pourrez dire. Je suis très intéressé par la manière dont vous vivez les choses et sur la manière dont vous formulez vos attentes et vos besoins pour essayer, là où je suis, avec d'autres, dans une diversité, le plus possible en tout cas, de faire valoir les besoins qui sont les vôtres. Et je crois, encore une fois, et je terminerai par là, que nous aurons besoin dans la période qui vient d'un mouvement associatif qui soit en pleine possession de ses facultés. Et donc, il y aura à reconstruire. Il y a des pentes à remonter et parce qu'il y a eu du repli et que ce repli, nous devons le combattre fortement. Je vois, y compris moi, des gens autour de moi qui me disent « Bon, ben voilà, mon compagnon, il a décidé de plus trop sortir. Ben, finalement, ça lui va bien. » Voilà. Alors que c'était parfois des gens très investis, très engagés au plan local, etc. Et je crois qu'on ne peut pas, entre guillemets, c'est la liberté de chacun, évidemment, hein, mais je crois que du point de vue du bien commun, on ne peut pas accepter ça parce que nous avons besoin de vivre ensemble et de retisser aussi toutes ces relations qui ont été abîmées par la période. Merci beaucoup, M. Daréville, pour ces propos et pour effectivement le rappel de l'importance des libertés associatives et de l'enjeu que ça représente actuellement dans l'actualité. Vous avez ouvert sur des questions. Je vais y compléter en ajoutant les questions qui ont pu arriver dans le chat. On a eu quelques questions autour de l'étude en elle-même. Je vous propose de les grouper en une seule question que j'adresserai à Frédéric. Comme ça, Frédéric, tu pourras y répondre d'un coup. Et puis, ça te permettra aussi peut-être de compléter ton propos sur la question du projet de loi en cours. Tu mettais dans le chat que tu voulais bien revenir un peu dessus aussi. Donc si je groupe les questions sur l'étude en elle-même, il y avait une première question qui était où obtenir le diagnostic très parlant que tu nous avais livré, Frédéric, et dans le chat, Carole a remis les liens. Je sais plus, non, je crois que c'est toi, Frédéric, peut-être. Mais dans le chat, vous avez le lien vers les deux supports, les deux outils de communication faits par le mouvement associatif, donc vous pouvez aller les récupérer dès à présent. Sinon, vous pourrez aussi les récupérer, je pense, sur le site du mouvement associatif sans souci dans les ressources. Et il sera envoyé par la suite, comme le précise Marie. Merci beaucoup. Plusieurs questions aussi sur le besoin et le questionnement sur y aura-t-il un nouveau volet de cette étude. Là, je pense que tout de suite, on a un nouveau volet qui est prévu en 2021. Et du coup, la dernière question concernant l'étude, il y avait deux demandes de précision. Une concernant les moyens de protection qui sont des items de questionnement comme apparaissant comme importants pour les associations. Donc, quels sont ces moyens de protection auxquels pensent les associations. Et on était questionné aussi sur est-ce que cette étude pourra avoir un complément centré sur l'impact des élections municipales et du retard dans la mise en place des équipes municipales sur les versements des subventions aux associations et du coup l'impact que ça pourrait avoir sur leur trésorerie. C'est à peu près le tour sur ce qui concerne l'enquête dans le chat. Donc, je te laisse apporter quelques précisions si tu peux, Frédéric. Oui, merci Alexandre. Donc, effectivement, vous pouvez tout retrouver sur le site du mouvement associatif, à la fois les résultats détaillés de chacune des enquêtes et une synthèse d'ensemble avec aussi des analyses d'ailleurs sur les aspects zone rurale et QPV en plus.
et quelques éléments sectoriels. Sur les moyens de protection, alors c'est des choses très très concrètes à l'époque, c'est des masques et du gel hydroalcoolique, ce dont les associations avaient besoin, et bon, il faut se replonger en juin, ce qui semble déjà loin, c'est que c'était pas si facile d'avoir suffisamment de masques pour tout le monde. Donc en juin, la préoccupation immédiate des associations, c'était ça, c'est comment on a suffisamment de masques et de gel pour réussir à se remettre en route. Voilà. Avoir un volet sur l'impact des élections municipales, sur les subventions. Alors, je ne pense pas qu'on ira dans ce niveau de précision, mais enfin, c'est évidemment à discuter avec le RNMA puisqu'on travaille ensemble. Je pense en tout cas qu'il faudra qu'on ait une attention sur quel a été le sort fait aux subventions, et, à la fois sur l'année 2020 et sur les perspectives 2021. Donc, ça me semble effectivement un volet important, mais bon, comme ça, je dirais qu'on ira. Il me semble que ça sera compliqué d'aller sur ce niveau de détail sur le report des élections et l'impact que ça a pu avoir. Mais en tout cas, je pense qu'on en prend note les uns comme les autres. Et peut-être, voilà, juste effectivement, puisque tu m'en donnes l'occasion, Alexandre, rebondir sur les propos de monsieur le député, à la fois sur sa remarque où il se demandait si on avait assez compté sur les associations pour faire face à la crise. Moi, je pense que les pouvoirs publics ont beaucoup compté sur les associations pour faire face à la crise, et qu'elles auraient été au rendez-vous sans qu'on leur demande d'ailleurs, et sans qu'on ait besoin de compter sur elles. En revanche, je ne suis pas sûre effectivement qu'on ait suffisamment pris en compte leurs besoins de soutien. Et je crois qu'il y a quand même une idée assez, me semble, assez répandue, qui est de se dire, de toute façon, les associations, elles se débrouilleront toujours parce que c'est de la volonté citoyenne et que finalement, les bénévoles, d'une façon ou d'une autre, ils y arrivent, ils continuent, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, parce que c'est globalement ce qu'on fait, avec des bouts de ficelle, avec de la volonté, avec de l'agilité. Voilà, donc je trouve qu'il y a un peu ce double. Donc les associations sont souvent remerciées, beaucoup remerciées, et effectivement c'est beaucoup plus compliqué quand il faut passer à la mise en œuvre de moyens efficaces pour les soutenir dans leur action. Bon. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, mais qui va un peu avec ça, c'est quand même la question de la confiance qui est au centre de tout ça. Nous, enfin le mouvement associatif, là, aujourd'hui, on est vraiment, je vais le dire de cette façon-là, choqués par la façon dont les associations sont traitées dans le projet de loi confortant les principes républicains. Alors, vous n'avez peut-être pas tous encore vu les uns et les autres, mais on est vraiment dans une logique où on jette la suspicion, en fait, et le doute généralisé sur l'action associative. Il n'y a aucun doute qu'on partage les objectifs de lutte contre les séparatismes, et de très, très nombreuses associations sont sur le terrain, au front, de façon quotidienne, et c'est elles qui travaillent aussi très concrètement sur ce sujet-là, et pour faire en sorte que la citoyenneté soit effective, que les valeurs républicaines soient partagées, que les principes républicains soient partagés. Et là, le texte, au lieu de se placer dans une relation de confiance et d'échange avec les associations pour construire les réponses, les met dans un rapport de doute systématique. Je ne suis peut-être pas très claire pour ceux qui n'ont pas vu le texte, mais l'idée du texte, c'est de demander à toute association demandant une subvention de signer un contrat d'engagement républicain par lequel elle s'engage à respecter des principes et des valeurs qui restent, je ne vais pas dire qui restent à définir, mais qui ne sont pas toujours si faciles que ça à interpréter, ouvrant quand même la porte à des interprétations des pouvoirs publics sur la bonne mise en œuvre des principes ou des valeurs, ce qui évidemment peut être problématique au regard de la liberté associative. Encore une fois, sans revenir sur le fait que les associations sont engagées par les principes et les valeurs de la République, évidemment. Mais leur demander à chacune de signer un contrat d'engagement est quand même un vrai sujet, ce qui est quelque chose qu'on ne demande pas aux entreprises qui reçoivent des subventions, par exemple. Donc, quand même à un moment se poser la question. Pourquoi les associations? Et dans ces cas-là, pourquoi ça n'est pas demandé à tout acteur qui reçoit une aide du public? Par ailleurs, le texte prévoit aussi de faire peser une responsabilité extrêmement forte sur les dirigeants bénévoles. Et l'un de vous, je pense, monsieur le député, vous parliez des difficultés auxquelles sont confrontés les bénévoles et qui peuvent les éloigner de l'action associative. Ce type de choses, à un moment où on fait peser une responsabilité pénale sur les dirigeants bénévoles pour les faits et gestes de leurs membres, s'ils n'ont pas pris suffisamment la mesure, est un vrai souci. Donc voilà, ce texte est vraiment problématique et je pense que ça doit être un sujet collectif dans les semaines qui viennent. On ne peut pas comme ça laisser mettre le doute sur l'action associative alors qu'elle est au cœur du principe républicain.
Désolée pour ce… Je peux paraître un peu énervée, mais je dois dire que ça commence à faire vraiment beaucoup là, pour le tissu associatif. Merci Frédéric. C'est important aussi d'avoir un regard à 360 degrés sur le système actuel de la vie associative. C'est très focalisé sur les questions du Covid, mais on voit qu'il y a d'autres menaces qui pèsent aussi sur les capacités d'action et de coordination de nos structures associatives. Écoutez, voilà, puis dans le chat, on dit que les structures de terrain partagent cet énervement aussi. Il nous reste 3/4 d'heure. J'ai l'impression d'avoir fait le tour des questions qu'on avait dans le chat sur cette première partie. Je vous propose qu'on puisse passer sur le deuxième temps. Si je peux me permettre, Alexandre, si vous me permettez. Allez-y. Très rapide. Alors, ouais, je coupe ma caméra parce qu'a priori on m'entend mal et du coup je ralentis le tout. Je vous laisse une petite minute, je compte sur vous pour être là. Je vous remercie. Non, je fais très, très rapide pour ne pas être incompris. J'ai bien entendu la remarque qui m'a été faite à l'instant par Frédéric. Je connais. Alors, j'ai pas votre nom sur mon écran. Je suis désolé. Hein. Voilà, c'est pas clair le nom que je vois. Simplement, non, pour dire que évidemment le sens de mon interrogation n'est pas de mettre en doute l'action des associations, notamment pendant le confinement. Au contraire, elles ont été au rendez-vous. Il n'y a aucun doute là-dessus, et elles se débattent et elles n'attendent pas qu'on leur dise ce qu'elles doivent faire. Par contre, ma remarque, elle s'inscrit dans un sentiment plus global, qui est que la façon dont la crise et je ne parle pas que du confinement, je parle aussi du déconfinement, et ça c'est plus vu à mon avis pendant le déconfinement, a été gérée politiquement. Ça a été fait pour… mon propos est très politique et je m'en excuse pas, de manière très verticale. Voilà. C'est-à-dire que là où il y avait des acteurs de terrain possibles, mobilisables, qui pouvaient nous aider à prendre en charge au quotidien les difficultés que nous rencontrions, je ne suis pas certain, en réalité, que les pouvoirs publics aient fait ce pari-là. Je pense qu'ils ne l'ont pas fait, même. Voilà. C'est ça que je veux dire, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté sur mon propos. Alors parfois ils l'ont fait, dans certains secteurs ça a été le cas, etc. Mais je pense par exemple, pour avoir discuté avec les mutualistes, y compris dans le mouvement mutualiste, il y a des critiques de ce point de vue-là, voilà, sur la façon dont eux pouvaient apporter quelque chose dans la réponse face aux enjeux. Et donc on a plutôt dit, y compris dans la période dans laquelle nous sommes, là, attention, il ne faut pas trop se réunir, etc., etc. Oui, mais alors, comment on fait pour être mobilisé? La mobilisation, elle est collective, nécessairement. Voilà un peu, hein, pour préciser mon propos. Je pense qu'on n'est pas forcément en désaccord là-dessus. Merci beaucoup pour ces précisions, Monsieur Darivi. Je suis désolé, j'ai coupé ma caméra parce qu'a priori, le réseau chez moi commence à fatiguer un petit peu et je veux pas trop me pourrir la visio. Je vous propose que du coup on passe au deuxième temps et je vous demanderai à chacun d'essayer de condenser vos propos parce que on a eu des échanges très riches jusqu'à présent et du coup on a un petit peu dérapé sur le timing. Je vous rappelle l'objet de ce deuxième temps, c'était de pouvoir, en redonnant la parole à Alice puis à Frédéric, de pouvoir nous livrer les premières pistes, les premières choses en cours dans les territoires et au niveau national sur comment on soutient les associations, quelles ont été les pistes identifiées. Forcément, on aura des choses qui vont être un peu changées avec le deuxième confinement qui a un petit peu changé le contexte. Mais du coup, voilà, je te passe tout de suite la parole, Alice, pour que tu puisses nous faire un petit point sur ce deuxième volet. Oui. En fait, en réfléchissant à comment vous présentez les choses sur les préconisations, j'ai pu analyser un petit peu. On a eu deux phases en fait. On a eu des dispositifs mis en place post-Covid à court et moyen terme, où là en fait on n'a pas attendu les résultats de l'étude pour mettre en place ces dispositifs. Dès le départ, de toute façon, dès le mois de mars, on a mis en place au niveau de la ville une cellule d'accompagnement des associations
qui était en charge de recenser les difficultés des associations liées au Covid et puis de mettre en place des petits groupes d'experts très opérationnels autour de ces situations-là. Ça a été mis en place dès le départ. Dans la perspective de donner un coup de pouce financier aux associations, au mois de juin, on a travaillé à la mise en place d'un appel à manifestation d'intérêt qui en fait était destiné à proposer des activités culturelles, sportives, de loisirs, artistiques, etc. sur l'ensemble du territoire havrais pendant toute la période estivale. L'idée était aussi de déconfiner les jeunes, etc. Donc c'était 2 objectifs concomitants, mais c'était aussi voilà pour donner un petit coup de main aux associations, aux intermittents et autres par ce biais-là. Et puis, a été mis en place à la rentrée aussi, toujours dans la perspective de donner un coup de pouce financier aux associations. La ville bon, c'est vraiment un dispositif ad hoc, hein, a mis en place des bons d'activités sportives et artistiques pour toutes les familles havraises. Voilà, qui était à hauteur de 25 € par enfant par activité. Donc, c'était voilà pour que aider les Havrais à retourner vers leurs associations, leurs clubs sportifs, etc. Ça a plus que bien fonctionné d'ailleurs. En tout cas au niveau de l'édition des bons, avec le 2e confinement, bon voilà, sur le retour à l'activité des jeunes et voilà, on n'a pas encore assez de recul, mais en tout cas le collègue qui est en charge de ce a déjà prévu des outils d'évaluation, donc on pourra voir l'impact. Donc après, sur le moyen terme, donc on s'est lancé effectivement dans cette étude d'impact et par rapport aux résultats qui en est ressorti. Donc nous là pour l'instant, elle n'est pas diffusable, elle n'est pas diffusée puisqu'elle est entre les mains de nos DG et élus, poursuivre ou pas les préconisations au sein de cette étude. Évidemment qu'on évoque un plan de relance, hein, c'est le terme un peu à la mode à l'échelle du Havre. Un plan de relance autour d'axes qui sont absolument pas révolutionnaires. Il y a 4 axes pour l'instant donc qui sont proposés, qui sont la création d'un fonds d'urgence forcément. On est déjà associé, notre département culture a déjà avancé pas mal sur la question, mais c'est comment on l'étend à l'ensemble de la collectivité et des secteurs associatifs. Une accentuation des dispositifs d'accompagnement, voilà, sur notamment j'ai beaucoup évoqué la fracture numérique, donc c'est comment aussi on axe on flèche nos moyens où on en développe d'autres sur l'accompagnement à travers des ateliers pratiques, des formations, de l'information, etc., voire de la mise en relation entre les associations et notamment une assez forte au Havre qui met à disposition du matériel informatique à des coûts ridicules. Voilà. Le 3e axe, donc comme je l'évoquais aussi tout à l'heure, donc nous on a vraiment cette particularité par rapport à la communication, à l'aide au redémarrage de l'activité par la communication. On l'a pas vu venir, ça, c'est vrai, mais de fait, on l'a vraiment inscrit comme un axe aussi important que les autres. Hein. Il n'y a pas de priorisation, en tout cas dans la proposition de ces axes. Donc l'accompagnement à la communication. Voilà, c'est de plusieurs façons. C'est comment on valorise davantage, on met plus en avant les associations dans nos propres outils de communication qui sont assez peu nombreux par rapport aux associations. Donc pourquoi pas aller jusqu'à en créer un dédié aux associations, les former évidemment à l'utilisation je reviens encore sur le numérique qui abreuve un petit peu tout l'ensemble des 4 axes. Comment voilà on les accompagne dans l'appropriation des outils de communication qu'ils peuvent avoir en leur sein. Et puis, évidemment, le 4e axe fort, mais vraiment pas par ordre d'importance, je le redis, c'est évidemment le développer tout l'axe autour du bénévolat. Et comment, alors nous, on a une petite spécificité, enfin en tout cas on a un secteur bénévolat qui existe au niveau de mon service avec une plateforme, etc. Et c'est comment on accompagne davantage encore le retour des bénévoles vers les associations ou comment on accompagne aussi l'émergence de nouveaux engagés, voire de nouvelles formes d'engagement, puisque rebelote, je reviens au numérique, mais c'est vrai qu'on a vu par exemple pas mal d'étudiants qui faisaient de la devoir, etc., bon, comme dans beaucoup de territoires, hein. Mais c'est comment on essaie de pas les perdre, ces bénévoles-là, et comment on travaille avec les associations pour fidéliser. Voilà, Alexandre, j'espère avoir été assez rapide dans mon propos, mais vous donner un petit peu les différentes, les choses qui se sont passées à court, moyen et long terme.
Merci beaucoup Ali. Je crois que c'était très précis et en même temps très concis, ce qui fait que tu nous as fait refaire un bond de géant dans le timing. Je t'en remercie beaucoup. On voit bien à l'échelle d'un territoire comment on peut proposer des ajustements et on voit hein, effectivement la place du numérique, le fait qu'on soit actuellement contraint par ce genre de support et de moyens d'animation, de discussion, lui donne une place importante. Et je pense que c'est important qu'on puisse accompagner les assos dans l'utilisation de cet outil et de façon à ce que cet outil ne vienne pas trop dénaturer leur projet associatif, parce qu'on voit bien que sur des temps où on n'est que sur du lien à distance, alors je pense question du lien, l'outil est à utiliser, mais voilà, il y a un vrai besoin d'accompagnement des associations là-dedans. Ce qui me permet, après, cette question d'accompagnement, de faire le lien avec ce que je vais te demander, Frédéric. On a bien vu que au niveau des territoires, parmi les axes de soutien majeurs, on avait forcément des choses autour du financier, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, mais qu'il y avait aussi beaucoup de choses autour de l'accompagnement des associations. Cet accompagnement se fait par les services de vie associatifs, par les maisons des assos, par les acteurs de terrain. Et du coup, est-ce qu'au niveau national, tu pourrais nous faire un petit état des mesures qui sont déjà dans les cartons, entre guillemets, un petit point d'étape là-dessus? Et peut-être aussi en nous pointant si on a eu des annonces avec des gros chiffres sur un soutien financier, des fois un petit peu flou, et en tout cas, voilà, effet d'annonce ou pas, je ne me permettrai pas de juger, mais en tout cas, ces chiffres ont été annoncés, très centrés sur l'emploi associatif. Est-ce qu'on a des choses qui apparaissent aussi sur ces questions d'accompagnement qui sont voilà, peut-être sur du numéraire? Comment on aide les assos sur les territoires? Et qu'est-ce qui est prévu un peu au niveau de l'état de ce côté-là? Je te passe tout de suite la parole. Oui, merci Alexandre. Alors, je vais peut-être pas repasser, Marie, c'est peut-être pas la peine de mettre le PowerPoint, je vais peut-être plutôt y aller comme ça et en répondant à Alexandre. Faire un petit point sur là où on en est par rapport au projet de loi de finances 2021 et puis au dernier projet de loi de finances rectificatif qui vient d'être voté pour 2020 et aux demandes qu'on pouvait porter, nous, sur le sujet. On a porté très vite la nécessité d'un fonds de soutien d'urgence accessible à l'ensemble des associations employeuses ou non employeuses, mais plutôt ciblé sur les petites associations employeuses et non employeuses, que nous souhaitions voir passer par le FDVA, le Fonds de développement à la vie associative, pour une raison assez simple, qui est que le Fonds de développement de la vie associative a un fonctionnement déconcentré, donc c'est un dispositif national, mais avec des échelles régionales, départementales, et qui donc peut quand même s'adapter aux besoins avec l'idée qu'ils puissent aussi voir ce qui était déjà prévu au niveau départemental, au niveau régional, et d'une certaine façon combler les trous dans la raquette. Donc, on l'a porté très fortement, avec un succès assez limité, il faut bien le dire, même si les parlementaires se sont assez fortement mobilisés dans le cadre du projet de loi de finances, hein, puisque 50 parlementaires de la majorité, il faut le souligner, avaient adressé un courrier au Premier ministre pour demander une augmentation significative du FDVA à hauteur de 50 millions. Et plus de 200 députés ont relayé notre demande dans le cadre de l'examen du projet de loi. Malheureusement, nous n'avons pas obtenu ça, très clairement, et c'est simplement une rallonge de 5 millions d'euros qui a été votée dans le cadre du projet de loi de finances rectificatif pour 2020. Mais c'est des crédits qui arriveront quand même sur 2021. Le gouvernement disant que, comme nous avions déjà obtenu collectivement, d'ailleurs, puisque le RNMA avait aussi largement participé à ça, nous avons obtenu le fait que les fonds des comptes inactifs associatifs soient fléchés vers le FDVA. Et ça, c'est un combat que nous avions mené depuis plusieurs années et qui avait été obtenu déjà l'année dernière. Le gouvernement considère que c'était déjà une augmentation du FDVA, ce qui est une réalité. Hein. Concrètement, ça veut dire que cette année, enfin en 2021, il va y avoir environ 20 millions d'euros de plus sur le Fonds de développement de la vie associative, sur son volet soutien à des projets, donc, fonctionnement, innovation. Il y avait 25 millions jusqu'à présent, il va y avoir 20 millions de plus en 2021. Donc ça n'est pas négligeable, hein, évidemment, il faut quand même bien se le dire. Mais c'est de la réponse à l'appel à projet quand même si le FDVA a une capacité à prendre en compte de façon assez souple les demandes associatives, y compris sur du fonctionnement. Mais on reste quand même pas mal sur du projet. Or là, pour un certain nombre d'associations, vraiment le besoin, c'est d'avoir une aide qui leur permette juste de passer ce temps compliqué
qui soit du soutien au fonctionnement tout bêtement en fait, et pas de leur demander de développer des actions pour avoir de l'argent. Ça, c'est un sujet qui remonte beaucoup aujourd'hui de la part des associations sur le terrain, c'est que la plupart des mesures mises en place par les collectivités ou dans le cadre du plan de relance, etc., c'est de la réponse à l'appel à projet. L'appel à projet, ça veut dire remplir des dossiers, développer des actions, proposer des actions. Et là, les assos, elles ne peuvent plus faire ça, en fait. Elles ne peuvent pas faire ça parce que d'abord, il y en a dans tous les sens, qu'il faut faire plein de dossiers sans savoir ce qu'on va avoir en face, que leurs ressources sont compliquées. Enfin bon, on a évoqué tous ces problèmes-là. Donc la multiplication des appels à projets comme une réponse à la crise et comme un soutien est un vrai souci. Ça, c'est une première chose sur l'FDVA. Sur l'aspect emploi, nous, on avait porté une demande, qu'on avait déjà portée l'année dernière, de soutien aux projets associatifs par l'emploi, qui soit vraiment fléché sur la possibilité pour des associations de développer leurs activités grâce à un soutien sur un emploi qui puisse être aussi qualifié d'ailleurs et qui ne soit pas juste des emplois non qualifiés. La demande n'a pas été entendue. Les PEC, donc les parcours emploi compétences, ont été largement renforcés dans le cadre du projet de loi de finances 2021. Il devrait y avoir 100 000 PEC supplémentaires avec un taux de prise en charge plus important. Aujourd'hui, on est plutôt dans un échange avec le secrétariat d'État, l'ESS et le ministère du Travail pour que ces parcours emploi compétences soient plus adaptés aux petites associations, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent en fait. Parce que les exigences en termes d'accompagnement, de formation sont trop lourds pour les petites associations. Donc un des enjeux, c'est de pouvoir adapter ces PEC pour que ça puisse répondre aux besoins des associations. Nous avions demandé une exonération de la taxe sur les salaires à titre exceptionnel pour 2021 pour aider les associations employeuses à faire face. Je l'ai indiqué dans l'enquête, beaucoup d'entre elles avaient beaucoup d'associations ont une inquiétude sur leur capacité à maintenir leur effectif salarié en l'état. Et l'exonération de la taxe sur les salaires pour 2021 aurait été réponse à ça. Ça a été rejeté par le Parlement à ce stade et je pense que nous ne gagnerons pas là-dessus. Voilà, dans les lignes qui ont augmenté cette année, dans la loi de finances 2021, il y a un coup de boost qui est clairement mis sur le service civique. Le renforcement du service civique, c'est quelque chose que nous demandons depuis très longtemps. Ceci dit, je ne vous cacherai pas que dans le contexte actuel, moi je suis un peu inquiète sur l'utilisation que souhaite faire le gouvernement du service civique, plutôt comme une réponse aux difficultés d'emploi des jeunes que comme une vraie politique d'engagement. Or, pour nous, le service civique, c'est une politique d'engagement et c'est la capacité, enfin, la volonté de permettre à la jeunesse de réaliser un engagement à un moment et non pas une substitution à l'emploi. Or, évidemment, dans le contexte actuel, on peut avoir une inquiétude sur ce sujet. Monsieur le député soulevait la question du SNU. C'est évidemment un sujet aussi, puisque les crédits SNU ont été largement revalorisés dans la loi de finances 2021, avec des crédits qui passent à 62 millions, 30 millions l'année dernière, dont on ne sait pas exactement ce qu'il en sera fait. Et un point positif, c'est l'augmentation des postes FONGEP, donc du soutien à l'emploi effectivement associatif dans le secteur essentiellement jeunesse éducation populaire, avec une augmentation significative du nombre de postes FONGEP, plus 1500 postes l'année prochaine. Ce qui nous manque très clairement quand même aujourd'hui, enfin je l'ai dit d'une certaine façon, c'est des moyens de soutenir les associations non employeuses. Aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif adapté pour ça, au niveau national en tout cas. Évidemment, heureusement, des collectivités ont pu mettre des choses en place, mais ça n'est pas là. Cette multiplication des appels à projets, c'est vrai que les réponses qui ont été apportées passent beaucoup par des prêts aussi, or, y compris au niveau des aides des collectivités territoriales. Or, les prêts, c'est compliqué. Alors, c'est compliqué pour des entreprises, sans doute, c'est compliqué pour des associations. D'abord, il y a une question culturelle pour beaucoup d'entre elles. Il y a une question de fonds propres pour obtenir les prêts, ce qui n'est pas évident. Et puis aujourd'hui, il y a évidemment une question de visibilité, quoi, et comment est-ce qu'une association, enfin beaucoup d'associations ne veulent pas s'engager dans un emprunt et avoir recours à un prêt parce qu'elles ne savent pas comment elles vont réussir à équilibrer leurs ressources l'année prochaine. Et je relève ce qui a été dit, ce qui a été fait à la ville du Havre, ce qui a été soulevé par Alice, que je trouve vraiment intéressant, c'est le soutien à l'adhésion des associations, à l'adhésion dans les associations, je veux dire avoir des bons pour des activités, etc. Je pense que c'est vraiment important qu'en 2021, ces démarches-là soient renforcées pour que ces ressources par les cotisations et les activités puissent être fortes dans les associations. On a vu là à la rentrée, pour un certain nombre de secteurs, c'est des baisses de 30 à 40% de cotisations et d'adhésion. Donc, il y a vraiment un enjeu pour soutenir ça et je pense que les pouvoirs publics peuvent jouer là-dessus.
Voilà, je m'arrêterai là, je pourrais en dire encore plus, mais le temps va nous manquer, donc je m'arrête. Merci beaucoup Frédéric pour cette présentation complète. Il nous reste encore 25 minutes, donc on aura le temps, je pense, de revenir un peu dessus après en fonction des questions qui seraient posées par nos participants. Étant donné que tu nous as fait un état sur le travail de préparation budgétaire qui est en cours dans nos assemblées, j'aurais bien envie de vous repasser la parole, Monsieur Dharréville, pour vos réactions là-dessus, ou si vous aviez, vous aussi, ou sur le territoire, des pistes ou voilà, des éléments sur ce qui vient de nous être livré par Frédéric et Alice. Oui, alors, il y a eu un petit moment de déconnexion parce que j'avais plus de batterie, donc je pense que j'ai entendu sans doute l'essentiel. Non, pour dire d'abord, bon, la sensibilité qui est la mienne, qui a été celle d'un certain nombre de députés avec lesquels j'ai des affinités autour des problématiques que vous avez posées, notamment sur le FDVA, hein, puisque vous le savez, le FDVA, en fait, résulte aussi de la suppression de la réserve parlementaire et qu'il n'a jamais été porté au niveau auquel était la réserve parlementaire. Tout ce qu'on peut dire autour, mais c'est pas le sujet. Et donc, la revendication de le porter à hauteur de 50 millions était liée à ça, était liée à cette, au niveau de la réserve parlementaire précédemment. Donc, c'est pas une revendication, exorbitante que de demander ça. Voilà, hein. Donc, moi, évidemment, je partage cette idée-là. Je crois, selon mes chiffres, que pour l'année qui vient, il est prévu une augmentation de 8 millions, ce qui nous porte à 33 au lieu de 50. Voilà. Alors, avec ce que vous avez ajouté sur la mobilisation des comptes inactifs, mais qui est peut-être pas tout à fait du même registre. Donc voilà, et je pense effectivement qu'on pourrait par ce biais-là soutenir peut-être plus activement un certain nombre de petites, je mets des guillemets, associations dans leurs activités. On voit bien d'ailleurs, hein, le tissu associatif, il est aussi fait de cette richesse-là. Il n'y a pas que des grandes associations, on en a besoin. On a besoin de toutes. Donc voilà, préoccupation partagée de ce point de vue-là. Est-ce qu'il est possible, j'ai entendu les démarches que vous avez engagées avec les ministères pour essayer de faire bouger un petit peu sur les critères et sur l'approche. Je pense que ça doit être possible. Donc, je crois il faut pousser dans cette direction et vous pouvez trouver sans doute dans différents bords, hein, je pense, des relais de ce point de vue-là. Peut-être un petit focus sur le mouvement sportif qui a quand même particulièrement subi aussi la période, hein, parce que la pratique collective du sport c'est quand même largement arrêtée. Elle a eu beaucoup de mal à redémarrer au mois de septembre et elle s'est très vite de nouveau arrêtée, quoi. Donc là, le stop and go, ça peut faire des dégâts parce que on peut trouver à pratiquer le sport autrement que dans le monde associatif. Alors d'une autre façon et sans doute avec moins de plaisir ou un plaisir différent, voilà. Mais il peut aussi y avoir dans les habitudes de vie des choses qui se modifient. Et donc je crois qu'effectivement, ce qui a été évoqué par Alice Hébert tout à l'heure, hein, des possibilités de soutien particuliers par les collectivités territoriales en favorisant l'inscription dans les associations, notamment sportives, mais pas que. Hein, là, je prends cet angle-là pour incarner un peu le propos. Je crois que c'est important parce que on a besoin de retrouver ça, voilà, c'est ce plaisir de pratiquer le sport ensemble, etc. Et je pense que c'est bien de pouvoir être attentif à ce que voilà, on n'acte pas que voilà, on a descendu d'une marche ou de deux, mais au contraire, on essaie d'aller de l'avant et c'est pas que pour faire des médailles aux Jeux Olympiques. Voilà. Donc voilà, ensuite, j'essaie de reprendre les notes de ce que vous avez dit. Sur le soutien à l'emploi, c'est vrai que le dispositif PEC a été mobilisé pour cela. Il faudra être attentif à ce que ça va donner, y compris dans la durée, parce que on sait qu'il y a un enjeu de ce point de vue. Mais il est vrai que
des associations qui bénéficiaient d'emplois aidés il y a quelques temps de cela se sont retrouvées largement impactées par les décisions qui avaient été prises de les supprimer. Et donc, voilà, la crise, elle vient aussi par-dessus ça, quoi, hein. Donc, il est évident qu'il y a besoin aussi d'emplois associatifs. Et pour vitaliser la vie associative, pour accomplir un certain nombre de tâches, vous le savez mieux que moi, mais donc c'est un point d'attention que je partage. Voilà. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus, mais j'avais noté ça comme réaction. Merci beaucoup, c'est déjà beaucoup de partager ces interrogations et ces points de vigilance. Du coup, je vais finir ces tables rondes tournées par Jean Gatel, s'il souhaite apporter, lui, avec la profondeur qu'il a pu avoir sur le premier temps, des points, des pistes sur les mesures qui ont été annoncées, ou en tout cas les choses qui sont un petit peu dans les cartons, ou là où il semble manquer des choses. Je vous laisse la parole, Jean, et puis après, je finirai par un tour des quelques questions qui peuvent rester dans le chat. Oui, merci. C'est vrai qu'au début de mon intervention tout à l'heure, j'ai oublié de remercier les organisateurs de cette réunion. Donc, je le fais maintenant en faisant mon acte de contrition. Et puis, je voulais saluer Pierre en lui disant que j'irai présenter mon livre dans sa circonscription, puisque je vais aller présenter mon livre dès que je le pourrai à Saucé-les-Pins et que je le préviendrai. Moi, je voudrais un petit peu... je voudrais un petit peu remettre tout ça dans un contexte historique, hein. Lorsque j'ai quitté mon secrétariat d'État, le mouvement associatif comportait 800 000 salariés. Il y en a à l'heure actuelle 2 millions, hein, c'est-à-dire que chaque année, malgré les difficultés conjoncturelles, les crises, les soubresauts de la vie économique, l'emploi salarié dans le mouvement associatif a progressé de l'ordre de 2 à 3% par an de façon invariable, parce que le mouvement associatif a été, et ça a été dit et redit, hein, en première ligne des nouvelles demandes sociales, des nouvelles formes d'organisation de la société pour répondre en particulier aux problèmes des dégâts causés par les politiques néolibérales, et qu'on attend beaucoup, hein, du mouvement associatif pour effectivement jouer ce rôle de réparation d'une société qui est de plus en plus déchirée et de plus en plus cassée en 1000 morceaux, hein, et seul le mouvement associatif, hein, arrive encore à maintenir un ciment républicain dans une société qui est véritablement malade. Alain de Romfort, qui était mon premier directeur de cabinet, avait l'habitude de dire que le mouvement associatif est le sismographe de la société. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque la société va bien, le mouvement associatif va bien. Lorsque la société va mal, le mouvement associatif s'en ressent immédiatement. Je crains, hein, qu'à l'issue de des moments difficiles que nous vivrons, pour la première fois depuis 40 ans, le mouvement associatif, en termes de salariés, non seulement ne stagne, mais ne recule. Et ce sera malheureusement un bien triste bilan pour le gouvernement actuel, parce que je crois vraiment qu'il y avait des moyens de pouvoir stabiliser le mouvement associatif, hein. 2 millions de salariés, ça pèse. C'est autant que le secteur du bâtiment et des travaux publics, c'est 10 fois plus que l'industrie automobile. Alors, c'est à partir de ce moment-là que moi, j'en viens, pardonnez-moi, mais à une conclusion qui est vraiment une conclusion très, très politique, hein. Comment est-ce qu'on peut justifier d'envoyer des sommes absolument phénoménales dans des secteurs industriels dont on sait de toute façon qu'ils vont être remis en cause par la transition écologique, et faire si peu cas du mouvement associatif? 5 milliards pour Renault, 7 milliards pour Air France, et des miettes
hein, on le voit bien, Frédéric l'a largement développé, des miettes pour le mouvement associatif, 50 millions pour le FNDVA, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan des besoins. Il faudrait au moins tripler ou quadrupler ce fonds pour que véritablement tienne le mouvement associatif. Parce que si le mouvement associatif ne tient pas dans une période de crise comme celle que nous vivons, c'est la société tout entière qui est en train d'imploser, avec un lien républicain et un lien démocratique qui est en train d'imposer. Donc moi, bien sûr, hein, il y a des pistes qui ont été lancées, hein, l'augmentation du FNDVA, le rétablissement d'une forme ou d'une autre des emplois aidés. Là, on peut quand même remercier vraiment Monsieur Borrello, hein, le grand dirigeant de SOS, hein, d'avoir tué les contrats aidés. Hein. Merci, monsieur. Hein, et merci à Monsieur Itier, hein, l'ancien directeur de la sauvegarde du Nord, hein, qui pourtant devrait connaître les problèmes du mouvement associatif, d'avoir tué, hein, ce qui était une véritable ressource en termes de moyens pour le mouvement associatif. Bien sûr qu'il faut que la loi de 2016 qui rétablit la véracité, hein, de la subvention directe entre collectivités territoriales et associations doit être pleinement appliquée. Hein. Benoît Hamon redit bien dans sa loi que la subvention n'est pas du tout quelque chose qui est interdit par la législation européenne et qu'elle peut s'appliquer maintenant aux collectivités territoriales de faire le travail. Et moi, je voudrais terminer sur… bon, vous me connaissez, je suis quelqu'un, enfin vous ne me connaissez pas, mais je suis quelqu'un qui est très emporté, hein, par son engagement politique au sens très noble du terme, hein, pour des valeurs de fraternité, les valeurs républicaines, quoi. Hein. Et moi, je crois que tous les problèmes qu'on a évoqués aujourd'hui sont des problèmes politiques, hein, et ils posent véritablement le problème de fond qui est le lien entre le politique et le mouvement associatif et la nécessité pour les responsables politiques de la véritable reconnaissance du rôle social, culturel, idéologique, citoyen qui est porté par le mouvement associatif. Et j'espère en tout cas que ce problème sera au cœur des prochains rendez-vous électoraux et que tout le monde dira avant de prétendre être élu ce qu'il veut faire de la vie associative et comment il le considère comme étant un véritable partenaire de la co-construction des politiques publiques. Voilà, j'ai chauffé un petit peu sur la fin de mon entretien, mais ça vient du cœur. Voilà, merci à tous en tout cas de votre invitation et puis bon courage, tenez bon dans cette période difficile. Merci Jean, merci. Je crois que vos encouragements et ce plaidoyer pour la place de la vie associative a été largement entendu et apprécié. En tout cas, voilà, les remerciements pleuvent dans le chat. Alors, vraiment, merci monsieur Gattel, pour cette intervention. Merci monsieur Daréville également. On approche de la fin. J'en profite pour faire un petit tour dans le chat et dans les questions. On n'a pas eu d'autres questions complémentaires, plutôt des remarques qui vont dans le sens, voilà, du besoin de reconnaître l'action des associations et comment on fait pour appuyer celles qui œuvrent dans les territoires. Je regarde s'il y a d'autres éléments à partager dans ce chat. Tac. Effectivement, enfin, on a les deux volets. À chaque fois, on a des participants qui pointent le travail fait par les associations et en miroir le manque de reconnaissance de ce qui est fait et le manque de façon de soutenir ce travail par les petites et moyennes associations. Écoutez, il nous reste encore 10 petites minutes. Je ne sais pas si certains voudraient, parmi les intervenants, rajouter un petit mot de conclusion. Voilà, il nous reste encore un petit peu de temps. On avait prévu du temps pour les questions. C'est vrai que ce type de format, des fois, peut
peut limiter ces interventions. On a eu quand même une vie assez riche dans le chat sur ce montant-là. Ah, c'est une petite dernière question très précise qui peut te redonner la parole, Alice, sur le montant destiné au soutien des activités WARC, si tu as une idée déjà ou pas de ce que ça peut représenter. J'étais en train de répondre justement, donc je vais le faire oralement. On avait provisionné, enfin la ville avait provisionné 450 000 €, puisque ça touchait potentiellement plus de 12 000 jeunes. Donc on avait provisionné 450 000 et il me semble qu'on a dépassé cette enveloppe. Voilà. Parce qu'on a 12 000 jeunes et on avait projeté que 9 000, l'édition de 9 000 bons, ce qui représentait, je crois, 450 000, et je crois qu'on a dépassé l'édition des 9 000 bons. Voilà. Merci beaucoup de ta réponse, Alice. Frédéric, tu voulais ajouter un mot aussi, et M. Dharréville aussi. Frédéric, je t'en prie, je vous parle maintenant, M. Dharréville. Oui, c'est juste pour alors, réagir positivement, évidemment, hein, au propos de Jean Gattel. on est évidemment totalement en phase sur l'importance du monde associatif, le contraire serait étonnant. Mais je pense qu'il est vraiment important, c'est que toutes les associations se mobilisent pour le sujet. Enfin, je pense qu'une de nos faiblesses, c'est que chaque association, et c'est bien naturel, est souvent portée sur sa cause et son objet, et consacre beaucoup d'énergie, évidemment, à faire avancer ce pourquoi ses membres se mobilisent. La conscience de la conscience du fait associatif, de ce qu'il représente et de ses valeurs partagées est essentielle et doit être portée par chacune des associations pour qu'on fasse collectif, qu'on fasse mouvement et qu'on pèse davantage. Je crois que c'est vraiment un de nos enjeux. Enfin, c'est évidemment ce que porte le mouvement associatif, mais c'est notre enjeu à tous pour se faire mieux entendre. C'est pas facile parce qu'encore une fois, les associations, que ce soit les petites associations, les fédérations, ont beaucoup de choses à faire et ont beaucoup de choses à faire pour leur propre objet. Mais si on partage déjà, si on partage aussi cet enjeu autour du fait associatif, de son apport à la société, à la démocratie, à l'économie, et qu'on se mobilise ensemble pour le faire entendre, j'espère bien qu'on pourra obtenir un certain nombre de choses en face et effectivement peut-être remettre les choses un peu à l'endroit. On a beaucoup parlé dans le premier confinement, on parlait beaucoup du monde d'après, que rien ne serait plus comme avant. Bon, on voit bien que ça ne tourne pas complètement comme ça, mais on a peut-être une fenêtre de tir, quoi. Et effectivement, tout ce qui se profile valide complètement les principes de l'économie sociale et solidaire et du fait associatif et de ce qui porte de l'importance de la solidarité, de l'importance du collectif. Donc voilà, il faut qu'on le porte tous ensemble. Moi, je suis évidemment optimiste là-dessus, nécessairement, hein, par nécessité, sinon je n'y arriverai pas. Mais voilà, ça nécessite qu'on s'y implique tous fortement, toutes les associations, où qu'elles soient et quoi qu'elles fassent. Merci Frédéric. M. Dharréville. Oui, non, quelques mots, parce que vous aviez peur qu'on soit trop long, puis finalement, on n'a pas été assez. Mais non, non, simplement pour ajouter un point qui a été souligné tout à l'heure, mais il faut que les collectivités territoriales puissent continuer aussi à avoir les moyens d'agir. Et ce n'est pas un petit enjeu, parce que leurs dotations sont quand même rognées d'année en année. En lisant l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi dont il a été question tout à l'heure, on voit qu'il y a de nouveau des frais qui vont être imputés aux collectivités territoriales, sans doute aux associations également, mais au moins aux collectivités territoriales, avec un Conseil d'État qui dit bon, ça diminue pas de beaucoup, ça n'impacte pas beaucoup leurs finances, mais voilà, vous voyez, à force d'impacter pas beaucoup les finances, et avec les logiques d'évolution qui ne sont pas prises en compte, ça pose des problèmes significatifs à un certain nombre de collectivités pour pouvoir continuer à soutenir le développement de la vie associative sur leur territoire. Donc, je crois qu'il faut... voilà, c'est un sujet qui mérite d'être pointé. Deuxième aspect dans le plan de relance, bon, évidemment, par rapport... à ce que disait Jean Gattel il y a quelques instants, de toute évidence, dans le plan de relance aujourd'hui, tout est fléché prioritairement vers un certain type d'activité économique, quoi.
Et donc, moi, je fais partie de ceux qui ont demandé notamment que dans le monde de la culture, il y ait un plan de relance qui soit à la hauteur, de la même manière qu'il y a un plan de relance pour l'industrie. Et vous savez très bien que dans la culture, il y a tout un pan, tout n'est pas de l'ordre de l'action associative, mais il y en a quand même une partie qui en relève. Et donc, je crois qu'il y a à aller chercher quand même, hein, je voulais ajouter ça dans le plan de relance, qui est en train aujourd'hui dans les territoires, y compris de se décliner, etc. Je crois qu'il faut aller chercher des fonds pour développer la vie associative. Tout n'est pas encore complètement écrit, quoi. Voilà, je voulais vous alerter là-dessus parce que je pense que là où vous êtes, vous pouvez sans doute agir en ce sens. Voilà, après, pour le reste, moi, je crois qu'il faut quand même continuer à vouloir tirer les leçons de l'épreuve que nous avons traversée. Et évidemment, pas se résoudre à ce qu'on continue en pire de ce qui se passait déjà avant, quoi. Voilà. Donc, il y a quand même il y a eu matière à réfléchir dans ce qui nous est arrivé et dans les domaines qui sont ceux de la vie associative, forcément. Et donc, je crois que ça peut quand même si on voit bien que les habitudes reprennent aussi leur cours, ça peut quand même être un bon levier, quoi, pour essayer de développer des choses. Et je crois qu'on a fondamentalement besoin de l'action des associations. Et c'est pour ça que j'attirais votre attention sur le projet de loi. J'ai bien entendu les propos qui ont été tenus tout à l'heure. Et j'espère qu'on va vous entendre dans les temps qui viennent. Je ne doute pas de votre volonté, voilà. Mais j'espère qu'on va vous entendre, que vous aurez de la place pour vous exprimer dans le débat public. C'est extrêmement précieux dans une société qui est effectivement fracturée, qui est aussi minée par un certain nombre de choses qui montent en elle et que nous devons conjurer. Et je crois qu'on aura besoin de tout ce qui peut naître de positif dans le monde associatif. Donc, merci pour cet échange. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rebondis sur ces remerciements pour effectivement remercier l'ensemble des intervenants, M. Gattel, M. Daréville, Alice, Frédéric. Merci beaucoup pour ces propos partagés. On voit bien que la vie associative est soumise à la crise aussi, mais que des éléments problématiques préexistaient, que d'autres continuent à exister et que on doit tirer les leçons de cette crise et d'aller de l'avant et continuer plus que jamais à montrer en quoi la vie associative et ses actions, ses modes de fonctionnement sont une alternative, non seulement pour le secteur, mais pour l'ensemble de la population. Donc, merci à vous toutes et tous. Merci aussi à tous les participants qui ont pu échanger et rebondir aussi dans le chat. Un grand merci. Je remercie aussi l'équipe salariée du RNMA, Carole, Sylvain, Paul et Marie qui ont assuré brillamment la partie technique et le suivi, le lien aux participants. C'était pas forcément simple, c'était un défi. On a dû changer les modalités de cette table ronde plusieurs fois, notamment encore d'autres choses à régler hier soir entre 8h et 8h30. Tout s'est bien passé. Je remercie, voilà, on était à peu près entre 100 et 150 présents, donc un grand merci à tous les participants. On continue cet après-midi pour les personnes qui sont inscrites en allant au plus près des territoires et des expériences qui s'y sont déroulées pour voir comment, sur de l'innovation, sur de la coopération, on a pu accompagner les assos à surmonter les difficultés auxquelles ils faisaient face sur la période et comment, toujours en étant dans cette volonté positive et un peu de progression, comment on peut s'appuyer sur ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on va garder des solutions innovantes et intéressantes qui ont émergé pour consolider l'action dans les territoires au fil des prochains mois et années. Merci à vous, encore une fois. Bonne continuation, très bonne fin de journée et à cet après-midi pour ceux qui continuent l'aventure avec nous. Au revoir. Au revoir, merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, merci. Merci. On a encore quelques participants présents, mais je pense qu'ils vont nous quitter. Là, on a des instants qui arrivent. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on passe à un micro-point ou pas? Alex, Marie, Sylvain, Paul.
on peut prendre Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est ce que j'ai fait hier sur la première table ronde. Il y avait des moments où des gens, en fait, avaient l'air d'être restés connectés, mais c'était plutôt des fantômes de connexion. Je suis en train de retirer gentiment les gens. Ah, Mais gentiment. Les éjecte gentiment, bah, c'est beau. Ouais, Edouard, il arrive, il va gentiment exclu de la réunion. ouais, c'est ça. La dernière activité, c'est l'Euroline. Bah, écoutez, chapeau, hein, parce que moi, j'ai pas ouais, vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Je pense que je ne sais pas qui a résolu techniquement